J'ai toujours vécu selon la règle, un homme d'honneur sert son Seigneur et protège son peuple. Mais aujourd'hui, pour l'avenir de notre territoire, je dois retourner mon épée contre le Seigneur même que j'ai juré de servir. Votre Excellence, nous allons nous rebeller. Un homme solitaire leva les yeux vers le portrait du duc Vistal, retiré du mur de la salle du conseil, et murmura doucement. C'était le manoir de chasse du duc, situé entre le col de Van Wing et la capitale royale. C'était une demeure aux allures de fort où le duc invitait parfois d'autres nobles à chasser des monstres lors de ses visites dans la capitale royale. Normalement, le personnel s'activait à préparer la chasse à l'approche de la réunion de fin d'année du royaume. Aujourd'hui, cependant, au lieu de serviteurs, c'était une foule d'hommes au visage sombre, vêtus des uniformes militaires du duché de Vistal, qui allaient et venaient. Capitaine, nous avons terminé l'échange des portraits. Bon travail. Le capitaine acquiesça au rapport du jeune soldat, et le garçon prit le portrait échangé et quitta la pièce. Là où se trouvait le portrait du duc peu de temps auparavant se trouvait maintenant celui de son fils aîné, Toriel. C'était leur façon de signifier qu'ils servaient un nouveau maître. Capitaine, nous avons reçu un pigeon de Mossan à bord du dirigeable. Un aide de camp accourut dans la pièce, tenant un pigeon dans ses bras. Le capitaine accepta l'oiseau, créé grâce à la magie d'invocation. Nous avons quitté Labyrinth City avec un quart de cycle de retard. Je ne sais pas si cela retardera notre passage au-dessus du manoir de chasse. Je vois, enfin, peu importe. Un si petit retard n'affectera pas notre plan. Le capitaine hocha gravement la tête. Mais en êtes-vous sûr? Si nous échouons, nos vies et même nos familles dans nos villes natales pourraient être sacrifiées. La voix de l'aide de camp tremblait lorsqu'il s'adressa au capitaine. N'en parlez pas, l'heure du grand bouleversement est arrivée. Une ère de changement radical viendra, tout comme lorsque le roi ancestral et le premier héros de l'empire des sagas fondèrent le royaume. Nous n'avons d'avenir que si nous renversons son excellence, même si on nous qualifie de traîtres. Nous devons placer le prévoyant seigneur Toriel à la tête du duché. Ce sont les mots du prince Charoric. Mais est-ce vraiment une ère de grand bouleversement qui arrive? L'assistant se souvint du visage cruel du troisième prince tandis qu'il parlait. C'est le cas. Je suis peut-être trop ignorant pour comprendre, mais seigneur Toriel avait pleinement confiance en l'ère du changement, dont parlait le prince Charoric, répondit fermement le capitaine. C'est précisément pourquoi seigneur Toriel respecte les demi-humains, et est même allé jusqu'à se rendre dans la cité de l'Empire des Belettes pour y exercer les fonctions de vice-roi. Mais il s'est attiré le mécontentement de son excellence en acquérant les vices. Le capitaine et l'assistant examinèrent la vis posée sur la table. De la taille d'un bras, elle était un outil magique terrifiant capable de maîtriser même le monstre le plus féroce si on lui plantait une pointe dans la tête. En réalité, l'Empire des Belettes était passé d'une petite nation à un empire contrôlant toutes les nations demi-humaines de l'est du continent en seulement 20 ans, grâce à cette vis et à son armée de golems habités. Ils formèrent des alliances avec les hommes lions costauds, les tribus d'hommes écailles et bien d'autres, et détruisirent même le territoire des hommes tigres. Son Excellence déteste peut-être les demi-humains, mais même lui comprendrait l'utilité des vices. Si nous les lui montrions maintenant, nous pourrions. Non, le capitaine coupa la parole à l'assistant. Puis, après avoir réfléchi un instant, il poursuivit. Le seigneur Toriel a déjà parlé à son Excellence le duc des vices et des golems habités, bien sûr. Et pourtant, son Excellence refusait toujours de s'allier aux hommes singes. Je vois. Le capitaine révéla des informations que seuls les plus proches de Toriel pouvaient connaître. L'excuse invoquée par le duc Vistal pour désavouer Toriel, une attaque d'hommes singes qui avait causé des pertes importantes dans plusieurs villages, était en réalité une riposte des hommes singes contre un nouveau test d'armes mené par des ingénieurs hommes singes qui avaient tué certains des leurs. Nous serons les pierres angulaires du noble chemin vers le leadership du seigneur Toriel. Si cela a dissipé vos doutes, allez voir les monstres apprivoisés avant de rassembler les officiers supérieurs. Il n'y aura pas de problème tant que nous aurons les vices, mais au cas où. Compris. Dois-je aussi vérifier ce qui se passe sous terre? Le visage de l'aide de camp affichait à nouveau son habituelle détermination au combat. On pouvait désormais lui faire confiance pour faire son travail. Oui, si vous voulez bien. Les dompteurs que nous avons engagés à Labyrinth City devraient s'en occuper, mais ils sont trop fiers de leur talent de dompteurs. Assurez-vous que quelqu'un veille à ce qu'ils ne tentent pas bêtement de retirer les vis. Bien sûr, je frémis à l'idée de ce qui arriverait si la créature que nous avons dû capturer avec cette vis tournait les crocs contre nous. D'accord. L'aide de camp s'excusa et se précipita vers le hangar contenant les monstres apprivoisés. Franchement, je ne vois aucune raison d'utiliser cette chose alors que nous avons déjà toute cette force, mais... Le célèbre noble écarlate, le baronnet Gélil, et tous ces explorateurs de Mithril sournois sont à bord de ce dirigeable. Mieux vaut être prêt, au cas où. Marmonnant pour lui-même, le capitaine fixa la direction d'où le dirigeable devait venir.
Merci à tous d'être réunis ici pour l'avenir du duché de Vistale. Sur ces mots, le capitaine regarda les commandants alignés devant lui. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous hésitent à se retourner contre notre maître, le duc Vistale, à qui nous devons beaucoup. Mais sachez que c'est une étape nécessaire pour la sécurité de notre duché. La plupart des officiers écoutaient impassiblement, mais quelques-uns arboraient une expression amère. C'était compréhensible. Quiconque servait un seigneur féodal savait que la rébellion était un péché passible d'une peine pire que la mort. Contrairement à la plupart des crimes capitaux, quiconque était jugé coupable de trahison verrait sa famille et ses compagnons massacrés sans exception, y compris lui-même. Pour l'avenir du duché de Vistale, je vous demande de me jurer fidélité non, à Lord Toriel. Le capitaine regarda autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'objection, puis hocha la tête. Merci. Alors, revoyons la stratégie. Sur la table au centre de la salle du conseil se trouvait une carte avec le manoir de chasse en son centre. Il était situé exactement entre le col de Van Wing et le centre de la capitale royale. Même avec les chevaucheurs de Wyvern les plus rapides, il faudrait 4 bonnes heures et demie pour l'atteindre. L'objectif principal de cette opération est l'assassinat de son Excellence le duc Vistale. Le capitaine regarda les officiers. Une telle chose serait impossible chez lui, mais hors de son territoire, son pouvoir de seigneur ne fonctionnera pas. Nous abattrons le dirigeable et exécuterons son excellence. Un seigneur pourrait utiliser le pouvoir du cœur d'une ville pour se protéger sur son territoire, l'assassiner serait donc extrêmement difficile. Tous les présents le savaient, car lorsqu'un démon terrifiant attaqua un jour le château du duc, ce dernier put utiliser ce pouvoir pour le chasser. Notre objectif secondaire est de sauver Dame Somiena et sa mère. Nous y parviendrons grâce au canot de sauvetage du dirigeable. Le véritable objectif était le saint calice contenu dans la boîte à objets de la fille cadette du duc. La mère et la sœur de Lord Toriel étaient également précieuses, mais le calice était bien plus important à ses yeux. À la connaissance du capitaine, le saint calice était un outil magique permettant de collecter et de purifier les miasmes d'un territoire, et devait être facilement remplaçable. Mais lorsque Lord Toriel lui expliqua le plan, il insista sur la nécessité de sécuriser le saint calice. Le troisième objectif, ce sont les épouses et les filles du duc. Nous n'avons pas à nous soucier de sauver nos camarades qui ont infiltré le dirigeable. Vous les abandonneriez? Si nous envoyions quelques chevaucheurs de scarabées, sûrement. Les officiers parurent accusateurs, mais le capitaine les interrompit. Non, ils ont déjà reçu un précieux outil magique de Lord Toriel en personne pour leur évasion. Ils s'en sortiront. Un outil magique? Oui, c'est un objet remarquable qui les protégera de l'explosion de la bombe magique et leur permettra d'atterrir en toute sécurité. Un tel objet existe. Je n'en attendais pas moins de la part de Lord Toriel. Des murmures d'admiration s'élevèrent parmi les officiers. L'outil magique secret était connu sous le nom de « cœur démoniaque », un objet interdit qui procurait à son porteur des effets similaires à ceux d'une potion démoniaque. Il avait été découvert il y a longtemps dans le labyrinthe aujourd'hui ravagé qui se trouvait autrefois dans le duché de Vistale. J'aurais aimé que les cavaliers de Scarabée lancent les portes aussi, s'ils n'étaient pas des objets maudits indéfectibles, pensa le capitaine. Après avoir exposé les objectifs du plan, il en détailla les étapes. Tout d'abord, le canot de sauvetage sera mis à l'eau avec Dame Somiena et sa mère. Il ne pourra pas voler longtemps, alors, dès le début de l'opération, les aides de camp iront les chercher en calèche. Le capitaine désigna la carte et un schéma approximatif du dirigeable en expliquant, une fois le canot de sauvetage lancé, nous attaquerons depuis le sol avec les monstres apprivoisés et détruirons la barrière magique du dirigeable. Bien sûr, si cela suffit à abattre le dirigeable, tout ira bien. À ces mots, le commandant de l'escouade de bombardement esquissa un sourire narquois. Bien sûr, il savait dès le début qu'abattre un dirigeable en vol serait extrêmement difficile. Bien qu'il ait vraisemblablement baissé d'altitude après avoir traversé le col de Van Wing, le dirigeable serait encore à portée de tir. Dès le début du bombardement, les cavaliers de Scarabée décolleront et attireront les chevaliers vouivres garde loin du dirigeable. Attendez qu'ils soient suffisamment éloignés pour les abattre. Le commandant des cavaliers de Scarabée s'acquiesça. Pendant que les chevaliers vouivres sont attirés loin du dirigeable, activez tous les arbres fusées et détruisez le dirigeable. Compris, aboya le commandant de l'escouade des arbres fusées avec intensité. Contrairement aux autres escouades, personne ne se trouverait sur les arbres fusées une fois lancés. Leur succès dépendrait de leur capacité à attaquer tout objet volant de grande taille. Parallèlement, notre attaque donnera le signal à nos camarades du dirigeable d'assassiner le duc et de saboter le pont, les mécanismes, les réserves de carburant, le système de direction et les tourelles du dirigeable. L'assassinat serait commis par un agent expert, tandis que le sabotage serait réalisé par des outils magiques à usage unique, appelés bombes magiques, fabriquées par l'Empire des Fouines.
La puissance de ces dernières était comparable à celle de plusieurs tirs de feu d'une bâtonnette de feu, et elles ne pouvaient donc être utilisées que pour détruire l'équipement du dirigeable de l'intérieur. Capitaine, qu'en est-il de notre arme secrète sous terre? Un dompteur de monstres assis dans un coin de la pièce posa une question insolente. Ce n'est à utiliser qu'en dernier recours. Nous devons éviter d'utiliser des objets difficiles à contrôler, sauf en cas d'absolue nécessité. Le capitaine hésita un instant à l'ignorer, puis répondit brièvement. D'autres questions? Capitaine, quand dois-je monter? La question provenait de l'observateur d'artillerie. Au moment même où l'assaut commence, répondit le capitaine. Idéalement, il devrait monter avant l'assaut, mais il ne pouvait pas risquer qu'il décolle trop tôt et attire l'attention des gardes du dirigeable. S'il lance un SOS d'urgence à la capitale royale, ils enverront des chevaucheurs de Wyvern depuis la capitale et le col de Van Wing. La plupart d'entre eux peuvent déjà encaisser plusieurs fois leur effectif, mais si Sir Torrel, des 8 Chigas, arrive, même 10 fois notre nombre de chevaucheurs de scarabées ne suffirait pas. Avons-nous des contre-mesures? Pas d'inquiétude. Juste avant le lancement du canot de sauvetage, notre homme à l'intérieur détruira leur communication d'urgence. Le capitaine des chevaucheurs de scarabées de lance acquiesça doucement. Capitaine, que ferons-nous si le canot de sauvetage ne quitte pas le dirigeable? Une fois le dirigeable survolé ce domaine de chasse, nous mettrons le plan à exécution même si le canot de sauvetage n'apparaît pas. Notre objectif premier est notre priorité absolue, ajouta le capitaine d'un air sombre. Ceux présents, qui savaient que la mère de Lord Toriel était aussi la sœur aînée du capitaine, le regardèrent avec inquiétude. Il n'y eut plus d'autres questions après cela, et les commandants partirent donner leurs ordres à leurs hommes. Il est presque l'heure, murmura Mausan, haut fonctionnaire et mage invocateur du duché de Vistal, dans le vent. Debout sur le balcon du grand dirigeable, qui filait vers la capitale royale, il se mêla aux humbles explorateurs pour contempler le paysage, jusqu'à ce qu'il aperçoive une tour familière en contrebas. Alors, l'heure est venue de sonner le glas. Il utilisa un miroir pour émettre un signal, et un éclair de lumière lui revint en retour. Le plan avançait donc sans changement. Je dois aussi faire des préparatifs. Mausan tourna les talons et quitta le balcon. Il devait se dépêcher, sinon le dirigeable arriverait au-dessus du manoir de chasse avant qu'il n'atteigne le pont. En regagnant la plateforme d'observation, il aperçut sa bien-aimée Leda sur la terrasse du 2e étage. Elle tenait la flûte magique qu'il lui avait donnée et le regardait en silence. Je lui ai demandé une chose terrible. Malgré ses regrets, Mausan se concentra sur le plan et détourna le regard pour retenir ses larmes. Mais, submergé par ses émotions, il croisa une jeune fille aux cheveux noirs en rentrant. Je suis désolé. Oh là là, vous allez bien? Vous n'avez pas l'air bien. Mausan répondit qu'il allait bien et passa devant la gentille jeune fille qui le regardait avec inquiétude. Quel visage effrayant! Apercevant son reflet dans la porte en métal poli, Mausan grimaça. Ce navire est sur le point de couler. Il ne pouvait le dire à voix haute, mais il y réfléchit en regardant les passagers qui allaient se retrouver pris dans cette situation. La jeune fille aux oreilles de chat, au bout du balcon, regarda soudain autour d'elle et dit quelque chose au garçon aux cheveux noirs assis à côté d'elle. L'espace d'un instant, Mausan eut un terrible pressentiment, mais bien sûr, il n'avait aucun moyen de le transmettre à ses camarades du manoir de chasse en contrebas. Mais quand même si elle était une demi-humaine immonde, c'était terrible qu'une si jeune fille soit impliquée dans leur complot. Je ne vous demanderai pas pardon. Une fois au royaume des morts, vous pourrez venir vous venger. Le haut fonctionnaire murmura quelque chose d'inaudible, puis secoua la tête pour dissiper ses doutes. Nous devons agir, au cas où le pire se produirait. Le reste de ses paroles resta sans voix lorsqu'il disparut sur la plateforme d'observation. Le dirigeable n'est toujours pas arrivé. Debout sur le balcon du manoir de chasse, le capitaine plissa les yeux vers la forêt. Capitaine, notre éclaireur dit que le dirigeable est en vue. Il passera au-dessus de notre base dans le quart d'heure. Alors, ça a enfin commencé. En recevant le rapport de son aide de camp, le capitaine s'efforça de réprimer l'obscurité de son expression et força un sourire féroce à s'afficher sur son visage. Se retournant, il s'engagea dans le couloir surplombant l'immensité du hall d'entrée voûté. Ses hommes étaient alignés en contrebas. Concentrez-vous, l'heure est enfin venue. Le sort de notre duché de Vistal repose sur cette opération. J'attends de vous tout de grandes choses. Oui, monsieur. Ces soldats crièrent une réponse vigoureuse. Les portes de l'entrepôt sous le manoir s'ouvrirent et les monstres féroces, domptés par les vis dans leur tête, apparurent les uns après les autres. Les cavaliers de Scarabée Lance, qui seraient la force motrice de cette attaque, menaient l'attaque. Pas moins de 10 chevaliers brandissaient des bâtons d'hirondelles de feu à cheval sur des Scarabées Lance. Malgré leur élite, 3 cavaliers de Wyvern du royaume de Chiga ne pouvaient défendre le vaisseau aérien contre eux. Les mages appliquèrent plusieurs tours de magie de soutien aux Scarabées Lance et à leurs cavaliers afin d'augmenter les chances de succès du plan. Après les 10 cavaliers de Scarabée Lance,
les monstres suivants apparurent, leurs imposantes silhouettes faisant trembler le sol. Il y avait des crapauds canons, dotés d'une puissance de feu supérieure à celle d'une catapulte, et des lance-pierres, plus imposants que des chariots. Tous deux étaient largement assez puissants pour endommager un dirigeable sans blindage important. Grâce aux arrangements de Lord Toriel, ils purent également effectuer 3 précieux tirs de brise-barrière, capables de détruire des barrières magiques. Ils sont vraiment énormes, n'est-ce pas? L'assistant observait les 5 arbres fusées géants qui poussaient dans le jardin tandis qu'ils commençaient à bruisser et à bouger. Les arbres fusées étaient de vilains monstres arborescents qui attaquaient les wyvernes volantes et laissaient des graines dans leurs cadavres. Ils en avaient acquis 5, mais comme ils n'abattaient qu'un dirigeable lent, 2 auraient peut-être suffi. Le corbeau ancien, avec à son bord l'observateur d'artillerie utilisant la magie du vent, se prépara ensuite au décollage. Avec toute cette puissance, on a presque pitié de l'ennemi. Le regard de l'assistant était ardent. L'ennemi. L'espace d'un instant, le capitaine pensa à ses anciens collègues du dirigeable, mais il hocha la tête sans rien dire. Alors commençons l'opération. Transportez les crapauds canonniers et les lanceurs de pierres jusqu'au emplacement de tir prévu. Chevaucheurs de scarabées, avancez sur la pente pour une accélération facile. Sur les ordres du capitaine, chaque escouade passa à l'action. Capitaine, que la fortune de la guerre soit avec vous. Et vous aussi. Après un salut, l'aide de camp se mit en route, menant 10 chevaliers à cheval et 2 attelages à 4 chevaux jusqu'à la route principale. Leur objectif était de secourir les épouses fugitives du duc et leur plus jeune fille, Somiena, qui possédait le Saint Calice. Nouvelles urgentes, le dirigeable est arrivé. Excellent. Dès que la fuite des canaux de sauvetage sera confirmée, ou lorsque le dirigeable arrivera juste au-dessus du manoir, lancez l'attaque. Dès que la vigie eut fait son rapport, le capitaine rappela à tout l'heure de l'attaque. Les crapauds canons et les lanceurs de pierres, dispersés à leur poste, pointaient leurs canons vers le ciel, tandis que les scarabées lances déployaient leurs ailes et se préparaient à décoller avec leurs cavaliers à bord. Sur ordre des dompteurs, les arbres fusées déployèrent leurs racines et chargèrent leur magie, prêts à tirer à tout moment. Tous les regards étaient rivés sur le pont arrière du dirigeable, attendant l'arrivée du canot de sauvetage. N'êtes-vous pas du duc Vistal? Alors que le haut fonctionnaire entrait sur la passerelle, le capitaine de passerelle s'adressa à lui. Comme le capitaine semblait oublier son nom, l'un de ses assistants murmura. Voici Sir Mossan, fonctionnaire civil et utilisateur de magie d'invocation. Sir Mossan, n'est-ce pas? Avez-vous affaire à nous? Si vous cherchez son excellence, il est déjà retourné dans la salle des nobles visiteurs. Oui, je suis au courant. J'espérais observer votre travail un moment. Cela vous convient-il? Mossan pouvait difficilement dire qu'il était là pour s'assurer que le plan réussisse, et même pour détruire le pont, si nécessaire. Remarquant son visage pâle, l'aide de camp chuchota au capitaine. Il a encouru la colère de son excellence tout à l'heure, et le capitaine accepta avec sympathie de le laisser observer la passerelle. Mossan se tenait derrière la vigie qui observait un outil magique appelé « détecteur d'ennemis » et contemplait le paysage. Le manoir de chasse où ses camarades les guettaient était juste devant eux. « Capitaine, nous avons un rapport du pont arrière. Certains de nos nobles passagers sont montés dans les canots de sauvetage pour s'amuser sans permission. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Prévenez simplement le personnel du pont arrière pour qu'ils ne mettent pas le canot de sauvetage à l'eau par erreur. » Oui, monsieur, je le ferai. Mossan esquissa un léger sourire à cette conversation. Lady Somiena et sa mère étaient montées saines et sauves dans le canot. De quelle erreur s'agit-il? La vigie fronça les sourcils en voyant la lampe clignotante qui indiquait un problème à bord du dirigeable. Au même moment, ils entendirent un grincement métallique et lourd. Qu'est-ce que c'était? Je vérifie, on dirait qu'un canot de sauvetage a été lancé depuis le pont arrière. Quoi? Mais qu'est-il arrivé au verrou de sécurité? On dirait qu'il était déverrouillé. Mossan entendit le capitaine et l'aide de camp confirmer ce qui s'était passé. Il semble que le canot de sauvetage a été lancé sans encombre, sa précieuse cargaison à la remorque. Nous pouvons maintenant mettre le plan à exécution sans crainte. Sur cette pensée silencieuse, Mossan attrapa le sac magique caché contre sa poitrine pour en extraire la bombe magique et détruire le pont. Mais sa main s'immobilisa avant qu'il ne puisse la retirer. Rationnellement, il savait que détruire le pont était le meilleur moyen d'assurer la victoire de ses camarades. Et pourtant, sa main refusait de bouger. Car au fond de lui, il craignait qu'en utilisant la bombe magique ici, les éclats d'obus ne s'envolent, ne percent la vitre de la plateforme d'observation située derrière le pont et ne blessent sa chère Leda. Quel lâche je suis! Mossan soupira, puis feignit de perdre l'équilibre et de tomber contre le poste d'observation. Excusez-moi, j'ai juste eu un léger vertige. Il saisit le bras de l'homme, comme s'il avait perdu ses forces. Tout cela pour l'empêcher de signaler ses camarades au sol, qui apparaissaient probablement sur le détecteur ennemi. Mais comme pour se moquer de ses efforts,
Attaque ennemie. Il y a quelque chose au sol, là-bas. La voix d'un jeune homme résonna dans le dispositif d'annonce du dirigeable. La vigie repoussa Mossan et retourna au détecteur ennemi. À tribord toutes, le timonier répéta les ordres du capitaine. Les efforts du dirigeable pour changer lentement de cap seraient probablement vains. Après tout, les bombes de la taille d'une graine de sésame qui s'abattaient sur eux allaient grossir considérablement en un clin d'œil. Si tout se déroulait comme prévu, le barrage comprenait des tirs de brise-barrière. Manœuvre d'urgence. Alerte passager, manœuvre d'urgence. Lorsque le capitaine cria, son assistant commença à relayer l'avertissement par le système d'annonce. Accrochez-vous à la rambarde la plus proche si vous voulez survivre. Le capitaine hurla par-dessus l'assistant, lui aussi averti. Aussitôt terminé, il lança des ordres au timonier. Ce dernier appuya sur les boutons du panneau de commande et le dirigeable accéléra latéralement. Les membres de l'équipage sur la passerelle étaient solidement attachés à leur siège, mais Mossan fut projeté hors de sa position, affalé au sol, projeté par-dessus la passerelle et trébucha contre la paroi vitrée. Quoi? D'où venait cette vitesse? Mossan fut choqué par l'accélération qui le plaqua contre la paroi vitrée. Le tir de barrage qui allait frapper le dirigeable de plein fouet passa à côté de lui. Ils l'ont esquivé? Incapable de s'exclamer face à l'accélération, Mossan tremblait face aux capacités inattendues du dirigeable. Et si la vitesse à elle seule était déjà assez choquante, il fut tout aussi surpris que la coque puisse supporter une telle accélération si facilement. Fourneau magique à plein régime. Activez immédiatement la barrière magique inférieure, pleine puissance. S'il reste du carburant, accélérez les hélices. Les membres d'équipage se reprirent rapidement et obéirent aux ordres du capitaine. Rapport d'avarie. Aucun dommage aux machines. Les nobles passagers sont alarmés, mais personne n'est blessé. Aucun dommage à la plateforme d'observation. À ces mots, Mossan se saisit brièvement la poitrine de soulagement. Sa chère Leda était saine et sauve. Personne n'a été projeté du balcon non plus. C'est un miracle. Impossible. Il était logique que Leda se porte bien à l'intérieur du dirigeable, mais il n'arrivait pas à croire que personne ne soit tombé du balcon lorsque l'accélération soudaine se produisit sitôt après l'annonce d'urgence. Était-ce un miracle venu du ciel, ou une malédiction venue de l'enfer? Forçant ses muscles endoloris à bouger, Mossan se tourna pour observer le manoir de chasse en contrebas. Tandis qu'il observait à travers la paroi vitrée, il vit la barrière magique sous le dirigeable se densifier. Au-delà, les arbres fusées commencèrent à cracher de la fumée. Capitaine, encore des monstres. L'équipage sur la passerelle avait remarqué la même chose. Tribord attaqué, pleine flèche à bâbord. Tout le monde, accrochez-vous à la rambarde la plus proche. Mossan regarda autour de lui pour trouver un point d'appui. Il entoura d'un bras un cadre pratique, mais son soulagement fut de courte durée lorsqu'il vit la bombe magique rouler sur le plancher de verre. Il avait dû la laisser tomber pendant l'accélération d'urgence, puisqu'il la tenait dans son sac. Mossan tendit le bras vers la bombe de toutes ses forces. Maintenant, cria le barreur, et le dirigeable accéléra soudain dans la direction opposée. S'accrochant fermement au cadre, il vit du coin de l'œil une pluie d'arbres fusés et de balles siffler près du dirigeable. Capitaine, c'était le dernier des propulseurs d'appoint de contrôle d'altitude. Je sais ça. Levant les yeux de la paroi vitrée, Mossan vit les arbres fusés changer de trajectoire dans le ciel. Capitaine, ces monstres reviennent vers nous. Changement de priorité. Concentrez-vous sur les tourelles avant les hélices. Abattez ces monstres dès que les canons magiques seront chargés. Tout en écoutant le capitaine, Mossan regarda autour de lui, mais ne trouva la bombe magique nulle part. Elle avait dû rester coincée quelque part lors de la dernière accélération. Il ne voyait pas où elle avait pu aller, mais personne ne l'avait sûrement ramassée, donc elle devait être quelque part. Plusieurs réactions détectées en bas. Ce sont d'autres monstres. Mossan vit les lance Beetle Riders s'élever de la forêt. Au même moment, quelque chose qui ressemblait à un amas de points noirs vola vers le dirigeable. C'était le troisième barrage. TCH, c'est quoi? Au milieu du commentaire du capitaine, le troisième barrage frappa la barrière magique du dirigeable. Rapport de dégâts. Le dirigeable trembla à peine. Le brise-barrière avait dû détruire la barrière magique, mais n'avait rien fait d'autre. Aucun dégât. Les yeux de Mossan s'écarquillèrent. Impossible. La barrière magique a été réduite, mais elle est toujours intacte. Impossible. Il était impensable qu'une barrière magique puisse être si puissante que même le précieux brise-barrière du duché de Vistal ne puisse la détruire après un coup direct. Le royaume avait-il développé une nouvelle barrière magique et l'avait-il cachée au duché? Contact ennemi avec les monstres en contrebas. Les chevaucheurs de scarabées lance passèrent devant le dirigeable, utilisant les bâtons d'aval de feu pour tirer des tirs de feu sous les yeux de Mossan. Les tirs de feu touchèrent la barrière magique du dirigeable, devinrent rouges et disparurent. Comme ils le craignaient, ils eurent peu d'effet tant que la barrière magique était encore active. Envoyez un SOS à la capitale royale.
Impossible. Le signal d'urgence ne fonctionne pas. Ses camarades avaient bien fait leur travail. Mossant interrompit sa recherche de la bombe magique le temps d'applaudir en silence. Capitaine, en avant. L'un des cavaliers de Scarabée chargea le pont de front. Même cette barrière magique ultramoderne ne pourrait certainement pas neutraliser une charge frontale à grande vitesse d'un Scarabée. Cette fois, ce sera sûrement fini. Manœuvre d'évitement. C'était le dernier cylindre de suralimentation de secours. On n'arrivera pas à temps. Les cris de l'aide de camp et des timoniers étaient teintés de panique. Tout le monde, préparez-vous à l'impact. Tandis que le cri tendu du capitaine résonnait à ses oreilles, Mossant observa calmement le Scarabée se rapprocher, entraînant son destin avec lui. C'est la fin. Chevauchant un corbeau ancien, l'observateur d'artillerie esquissa un sourire narquois en voyant le Scarabée foncer vers le pont. Du coin de l'œil, il vit la tourelle du dirigeable se détourner précipitamment de l'arbre à fusée vers le Scarabée, mais c'était trop tard. Le Scarabée allait percer le pont en quelques secondes et percuter le dirigeable. Il n'y avait pas une âme en vie capable de faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Quoi? Soudain, une sphère brillante abattit le Scarabée lance. Un garçon et une fille aux cheveux noirs avaient couru sur le pont avant et avaient tiré sur lui avec de longs bâtons. Les tirs d'une baguette de feu auraient dû avoir peu d'effet sur un Scarabée lance, mais quelques-uns suffirent à faire jaillir des flammes et à détruire l'exosquelette. Miraculeusement, les flammes du Scarabée lance projetèrent son cavalier dans un arc surnaturel, lui permettant d'atterrir sain et sauf sur le pont. Mais sa chance s'arrêta là. Une demi-humaine brune avec une queue accourut et immobilisa le cavalier avant qu'il ne puisse se venger du garçon et de la fille aux cheveux noirs. L'observateur d'artillerie vit des fillettes et une jeune femme blonde, qui avait dégringolé du balcon sur le pont, s'affaler de soulagement une fois le danger passé. Il ne se doutait pas que les filles se lamentaient de ne pas avoir pu participer. Pas de fenoun? Zut, monsieur, on a raté notre chance de participer. C'est pas fini. Les balles magiques de la tourelle du dirigeable ne parvenaient pas à suivre la vitesse des arbres fusées, lançant des fusées éclairantes inutilement dans le ciel. De plus, il n'y avait que 2 tourelles et 5 arbres fusés. Les chevaliers Wyvern étaient occupés à encaisser l'attaque des chevaucheurs de Scarabée lanceurs, ils ne pouvaient donc pas se défendre contre les arbres fusés. C'était impressionnant que le garçon ait réussi à abattre un Scarabée, mais un arbre fusé était bien plus rapide et bien mieux protégé. Même un peu fort, aucune baguette de feu ne pouvait abattre un tel monstre. C'est pathétique. Sur le balcon du dirigeable, plusieurs mages entonnaient des chants. Si le puissant canon magique ne parvenait pas à suivre les arbres fusés, comment un mage isolé, doté d'une portée plus courte, pourrait-il y parvenir? L'observateur d'artillerie ricana en direction des mages insensés. Effectivement, les sorts qui suivirent se dispersèrent loin des arbres fusés. Qu'est-ce que c'est? Une personne verte? Une femme verte, de la taille d'un géant, apparut à côté d'une des fillettes sur le pont. Une bête d'invocateur? L'observateur d'artillerie plissa les yeux, mais il fut distrait par 3 des 5 arbres fusés sur le point de percer le dirigeable. Maintenant, tombe, espèce de... Quoi? La femme verte s'envola et renversa 2 des arbres fusés, attrapant le 3e en plein vol. Son autre main brilla en vert, et tandis que la fille qui semblait être l'invocatrice agitait le bras, la femme verte envoya cette lumière s'écraser sur l'arbre fusé. Le tronc se déchira comme une branche ancienne, projetant des flammes et des graines capables de percer même le métal. L'observateur d'artillerie croisa les doigts pour que le dirigeable soit pris dans l'explosion, mais le souffle de feu et de graines ne dépassa pas la main tendue de la femme, s'évaporant dans l'air sans une égratignure sur le vaisseau. TCH, ils ont un maudit elfe. Regardant à travers sa longue vue, l'homme comprit qui était vraiment la petite fille aux cheveux turquoise qui avait invoqué la femme verte. Alors, ça devait être un des esprits magiques des légendes du roi ancestral. Mais que fais-tu dans ce dirigeable? L'homme hurla de rage, mais bien sûr, l'elfe ne l'entendit pas. L'esprit s'envola, poursuivit les 2 autres arbres fusés qu'elle avait fait dévier de leur trajectoire et les détruisit loin du dirigeable. Des 2 autres arbres fusés, l'un fut abattu par le canon magique de la tourelle, et le dernier fut transpercé par la magie du garçon et de la fille aux cheveux noirs et ralenti, puis explosé par la magie d'attaque des autres mages. Mais la rébellion conservait l'avantage. La bataille entre les Lance Beetle Riders et les Wyvern Knights avait fait une perte de chaque côté, et maintenant, un combat à 8 contre 2 se déroulait dans le ciel, loin du dirigeable. La barrière magique devrait être à ses limites, n'est-ce pas? Sous la pluie de tirs des crapauds canons et des lance-pierres, la barrière magique du dirigeable commençait à céder. J'étais inquiet quand les 3 briseurs de barrière ont raté leur cible, mais on dirait que tout devrait bien se passer. Raté, était-ce vraiment ce qui s'était passé? 3 lances de la fondation fusèrent du balcon et détruisirent l'un des boulets. Mais il était impossible que quiconque ait pu viser les briseurs de barrière avec autant de précision. L'observateur d'artillerie secoua la tête, rejetant cette idée absurde.
Go ! Le cri de la jeune fille porta loin dans le vent et atteignit ses oreilles. Une série de fusées éclairantes rouges s'élevèrent du pont et pleuvirent vers le sol. Est-ce sûrement pas? Les lumières disparurent dans la forêt, et des colonnes de flammes s'élevèrent à leur place. Étrangement, leur nombre correspondait exactement au nombre de crapauds canons et de lance-pierres. Pardonnez-moi de me tromper, mais la prière de l'observateur fut vaine, le barrage terrestre cessa brusquement. Bien qu'il n'ait aucun moyen de le savoir, juste avant que les lumières écarlates n'éclatent, une série d'étourdissements à distance arracha les cavaliers des monstres apprivoisés et leur sauva miraculeusement la vie. Non, ce n'est pas encore fini. Nous avons toujours les chevaucheurs de scarabées lance. L'observateur d'artillerie leva les yeux vers leur combat, plaçant tous ses espoirs dans leur victoire. Grâce à leur supériorité numérique, ils abattirent un autre chevalier vouivre sous ses yeux. Laissant 2 chevaucheurs de scarabées lance affronter le dernier chevalier vouivre blessé, les 6 autres volèrent vers le bas du dirigeable, en direction de la passerelle. Ils prévoyaient probablement d'attaquer les mages importuns sur le pont avant. Heureusement, le puissant esprit du vent de la jeune elfe avait disparu. Même les remarquables réserves de magie d'un elfe ne pouvaient maintenir une invocation aussi puissante trop longtemps. Maintenant, place à la danse. Imaginant les mages se faire griller par les bâtons d'aval de feu, l'observateur d'artillerie esquissa un léger sourire narquois. Volant le long du dirigeable, les chevaucheurs de scarabées lance s'élevèrent enfin vers le pont avant. 6 boules de feu jaillirent des bâtons de feu des cavaliers, se rapprochant des mages. Soudain, l'observateur vit la scène. Une jeune fille blonde, armée d'un grand bouclier, bloqua 3 des flammes. 2 d'entre elles furent réduites en miettes par les épées magiques rouges et brillantes de 2 jeunes enfants. La jeune femme aux boucles blondes bondit sur la trajectoire du dernier tir, rayonnant d'une lumière blanche tandis qu'elle était engloutie par les flammes. Impossible. Qui sont ces gens? Naturellement, l'observateur d'artillerie fixa avec incrédulité la jeune fille blonde, indemne, au centre des flammes. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Debout dans la tour de guet du manoir de chasse, le capitaine leva les yeux, stupéfait, au passage du dirigeable. Le premier obstacle majeur fut l'évitement des 5 arbres de fusée soigneusement synchronisés par le dirigeable. Le second, la défaillance de ces 3 brises-barrières. Mais ce n'était pas encore un échec total. Même si les arbres fusées manquaient leur cible une fois, ils poursuivraient leur cible jusqu'à épuisement du carburant. Et même si les brises-barrières échouaient, les crapauds canons et les lance-pierres pouvaient éroder les défenses du dirigeable tant qu'il était à portée. L'imprudent cavalier de scarabée lance qui avait attaqué le pont ne comptait guère comme un 3e obstacle, puisqu'il avait tout de même réussi à vaincre les chevaliers vouivres comme prévu. Impossible, 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 tandis que le capitaine descendait en titubant les escaliers souterrains, des scènes incroyables lui traversèrent l'esprit. Une étrange créature verte détruisant les arbres fusés. Une magie du feu supérieure comme il n'en avait jamais vu, réduisant en miettes jusqu'au dernier les crapauds canons et les lance-pierres. Aucune de ces espèces de monstres n'était faible. En réalité, c'était le genre de monstre qu'on n'affrontait qu'avec une grande escouade, et parfaitement préparé aux pertes. L'observateur utilisant la magie du vent rapporta que la créature verte était un esprit du vent contrôlé par un elfe, mais c'était sûrement impossible. Le seul cas où un elfe puissant, capable d'utiliser la magie des esprits, s'écarterait de son arbre-monde, c'était lorsque le monde lui-même était en danger. Et bien que les cavaliers de scarabées lanceurs fussent leur dernier espoir, il n'en restait plus qu'un seul dans les airs. Les saboteurs du dirigeable avaient détruit le dispositif de communication d'urgence et aidé Dame Somiena et les autres à s'échapper, mais ils n'avaient plus donné de nouvelles depuis. Ils avaient probablement été capturés à bord du dirigeable. Monsieur, vous n'allez pas utiliser cette chose, n'est-ce pas? Vous avez bien raison, réveillez-la et lâchez-la. Le dompteur hésita, et le capitaine le terrassa d'un coup d'épée magique avant de foncer sur le monstre qu'ils avaient piégé sous terre, le 1000 pattes à plusieurs ailes. Même avec 7 vis dans la tête, la bête était impossible à maîtriser complètement. Si elle n'avait pas hiberné lorsqu'il l'avait trouvée, il aurait probablement été impossible de la dompter, avec des vis ou autrement. Le capitaine jeta une potion magique d'éveil sur la tête massive de la créature, mettant fin à son sommeil. Alors que les yeux du 1000 pattes aux multiples ailes s'ouvraient et le fixaient avec haine, le capitaine ressentit un pressentiment inquiétant, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'était la seule option qui restait. Prenant une profonde inspiration, le capitaine libéra le monstre de ses liens avec son épée magique. ANWOOMWALOOWN. L'insecte hurla et déchira le capitaine de ses crocs. Puis, visiblement satisfait, il le laissa en vie et s'envola dans les airs avec ses innombrables ailes. Va, l'ennemi que tu dois détruire est là-haut. Alors qu'il gisait, saignant de ses blessures mortelles, le capitaine hurla après le 1000 pattes géant qui s'élevait dans le ciel.
La dernière chose qu'il vit alors que sa vision s'obscurcissait fut peut-être la victoire. Mais où donc est-elle passée? Mawson cherchait désespérément la bombe magique sur le pont, mais il n'en trouvait aucune trace. Étrangement, ses camarades qui étaient allés saboter les autres parties du dirigeable avec des bombes magiques ne semblaient pas non plus y être parvenus. Si j'avais su que cela arriverait, j'aurais apporté la flûte magique moi-même au lieu de la donner à Leda. Il avait demandé à Leda de la garder, de peur qu'elle ne soit détruite par l'explosion de la bombe magique, mais cette peur s'était retournée contre lui. Marmonnant pour lui-même, Mawson attrapa l'appareil magique étrangement frétillant sous sa chemise, le cœur démoniaque. Même avec les améliorations de force qu'il lui conférerait, un civil comme Mawson ne pourrait pas prendre le contrôle du pont seul. S'il avait la flûte magique, il pourrait libérer les limites du cœur démoniaque et se déchaîner. Le porteur perdrait la vie, mais en échange, il recevrait une force telle qu'il pourrait causer bien plus de dégâts que n'importe quelle bombe magique. Capitaine, un monstre géant vient d'émerger du manoir de chasse derrière nous. Encore? Qu'est-ce que c'est, cette fois? Une hydre? Un naga? Entendant la panique sur la passerelle, Mawson se retourna vers le manoir. Alors ils ont décidé de le lâcher. Sous ses yeux, l'énorme mille-pattes aux multiples ailes dépassa le dirigeable et s'immobilisa devant lui. Alerte tourelle, le canon du canon magique a pris feu. Il faudra un quart de cycle avant qu'il puisse le réutiliser. Les ailes de cette chose dévient les sorts d'attaque de nos mages. Le mille-pattes aux multiples ailes était si dangereux qu'aucun dompteur de monstres ne pouvait le maîtriser totalement, et il était aussi puissant qu'une hydre à 4 têtes ou un démon intermédiaire, non, peut-être même un dragon mineur. Le dirigeable était désormais privé de ses gardes chevaliers wyvernes et de ses canons magiques, et même le puissant utilisateur de magie spirituelle devait être à court de magie. Il y avait eu bien des erreurs de calcul jusque-là, mais cette bête était assez puissante pour vaincre tous les obstacles. Tant qu'il n'y aurait personne à bord doté d'une force héroïque, le dirigeable était condamné à sombrer. Non, ce dirigeable transporte le noble écarlate, le baronnet Gélil, et d'autres explorateurs en mithril. Mieux vaut prévenir que guérir, alors. Mawson porta la main à sa poitrine et activa le cœur démoniaque. Notre plan est désormais impossible. Je suis prêt à recevoir ta flûte magique à tout moment. Leda, murmurant une dernière fois le nom de sa bien-aimée, Mawson ferma les yeux.